Au Royaume-Uni, Palestine Action est inscrit sur la liste des organisations terroristes et les activistes pour la paix risquent la prison plus que les criminels de guerre. On parle de désobéissance civile et de droits démocratiques. Ensuite, on accueille Mark Botenga, député européen pour le PTB, qui interviendra bientôt à Hiroshima et Nagasaki pour marquer les 80 ans de la destruction atomique de 1945. Ces armes nucléaires, on en est où aujourd'hui? Et pour finir, on se tourne vers l'Iran pour parler du pétrole, du pouvoir et de l'hypocrisie. Je vous révèle les dessous de la guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Bienvenue dans Tout bascule et comme toujours, abonnez-vous, partagez le podcast, parlez-en autour de vous. C'est la seule façon de continuer à grandir. Le monde bascule. Tout change rapidement et ça peut partir dans tous les sens. Nous avons besoin d'une nouvelle société par et pour les gens et qui ne soit pas guidée par la soif de profit. Je suis Peter Mertens. Bienvenue dans Tout bascule. Le ministre israélien de la guerre, M. Katz, veut rassembler et enfermer 600 000 Palestiniens dans une ville sans issue. Concentrer des gens dans un endroit clos dont ils ne peuvent pas sortir, ça s'appelle un camp de concentration, littéralement. Pour contourner l'impact de ce mot, le ministère israélien de la propagande ajoute juste le mot humanitaire derrière camp de concentration. Et tous les médias internationaux reprennent alors l'expression, y compris dans les journaux télévisés, un camp de concentration humanitaire. Le ministre de la guerre, Katz, ne cache pas son intention génocidaire. Il expose avec fierté ses plans de nettoyage ethnique contre un peuple, le peuple palestinien. C'est un camp de concentration ou un camp de transit avant la déportation. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'avocat israélien des droits humains, Amos Goldberg. Cessons de parler d'une ville, insiste l'avocat. Il ne s'agit pas d'une ville, c'est un camp de concentration. Et lui, il explique. Une ville, c'est du travail, de la liberté, des hôpitaux, des écoles. Ici, il n'y a rien de tout ça. Ce ne sera pas un endroit vivable. Voilà où on en est. Il n'y a plus d'illusions, plus de théâtre, plus de masques. C'est un génocide à ciel ouvert perpétré sous les yeux du monde entier. Face à l'horreur, la jeunesse se lève. Les jeunes chantent « Free, Free Palestine ». Le 5 juillet, à la fête au parc de la ville à Anvers, un DJ a osé lancer dans les haut-parleurs un petit « Free, Free Palestine ». Un petit acte de résistance contre la machine de guerre, aussitôt repris en chœur par la foule. Des scènes similaires se sont produites ailleurs, de Rock Werchter chez nous à Glastonbury au Royaume-Uni, en passant par Best Kept Secret aux Pays-Bas et Roskilde au Danemark. Les jeunes s'opposent au génocide et c'est une bonne chose. Évidemment, le parti le plus crispé de Flandre, la N-VA, ne supporte pas cette contestation. Le N-VA, c'est le parti qui hisse le drapeau israélien à l'hôtel de ville de Anvers. C'est le parti qui refuse toute sanction contre Israël. C'est le parti qui soutient les bombardements illégaux d'Israël sur Iran. Ils ne doivent plus revenir, a déclaré le bourgmestre N-VA du district d'Anvers, Paul Cordy, à propos des DJ qui ont fait chanter Free Palestine à la foule. Voilà, parce qu'ils osent dire tout haut ce que des milliers de gens pensent, des artistes sont interdits de se produire dans leur propre ville. Ça, c'est une constante chez la droite. Elle est tout le temps en train de crier à la cancel culture, mais c'est la première à censurer des gens qui ne sont pas d'accord et qui le disent. Tu dénonces le génocide? Annulé. Tu critiques le nationalisme flamand? Annulé. Tu remets en question le capitalisme? Annulé. Il y a quelques jours, le journal israélien Haaretz a publié des témoignages de soldats et d'officiers israéliens. Ils reconnaissaient avoir tiré délibérément sur des Palestiniens dans des points de distribution d'aide alimentaire. Ils le disent eux-mêmes. Donc, d'abord, ils bombardent les gens pour les chasser de leur terre. Ensuite, ils les entassent dans des tentes à travers toute la bande de Gaza et puis ils les affament
Et quand celles et ceux qui crèvent de faim viennent chercher à manger, on tire dessus au hasard. Ça, c'est le comble de la barbarie. Lors des massacres au point de distribution d'aide alimentaire, plus de 800 personnes ont été tuées et presque 5000 blessés. Et ce ne sont là que les chiffres officiels. Chaque jour, au moins 100 Palestiniens affamés, sans armes, sont abattus encore et encore et encore. Non, on ne nous fera pas taire. Nous continuerons à dénoncer ce crime du siècle. La justice sera faite et tous ceux qui ont rendu ces horreurs possibles auront des comptes à rendre. Si vous n'êtes même pas capable de dire le génocide est inacceptable, alors vous n'avez rien à faire en politique. Comme l'écrivain américain Ta-Nehisi Coates a dit, et je le cite, « Ceux qui n'ont pas le courage de dire non à un génocide, comment imaginer qu'ils vont protéger la démocratie? Ça, c'est précisément pour ça qu'on trace une ligne rouge. Ce qui se passe à Anvers n'est pas un cas isolé, c'est le reflet d'une tendance plus vaste. Plus le génocide là-bas devient violent et barbare, plus la protestation contre ce génocide ici devient suspect. De l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni, tout va encore plus vite. Le gouvernement a décidé de placer le groupe Palestine Action sur la liste des organisations terroristes. Désormais, celles et ceux qui s'opposent au génocide risquent des peines de prison plus lourdes que les criminels de guerre qu'ils dénoncent. Wow. Et le journaliste britannique Owen Jones tire à juste titre la sonnette d'alarme. Écoutez-la. La décision du gouvernement britannique d'interdire le groupe Palestine Action en vertu de la loi antiterroriste, plaçant littéralement un mouvement de protestation non violent dans la même catégorie juridique qu'ISIS, devrait vraiment vous terrifier. C'est un tournant important dans le glissement de la Grande-Bretagne vers l'autoritarisme. Au fait, c'est quoi Palestine Action? C'est un groupe d'action directe qui s'inscrit dans la grande tradition de la désobéissance civile, une tradition de lutte qui a permis la conquête de nombreux droits et libertés que nous considérons aujourd'hui comme acquis. Martin Luther King et le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, les suffragettes et le mouvement des femmes au Royaume-Uni, ou encore les grandes grèves syndicales chez nous à la fin du 19e siècle. Ce sont toujours les mouvements de désobéissance civile qui ont fait bouger les lignes. Nos dirigeants n'ont pas l'air de trop apprécier et peut-être c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que les luttes de nos ancêtres nous inspirent aujourd'hui. Non, Palestine Action n'est pas une organisation terroriste. Les assimiler à l'État islamique, c'est absurde. L'État islamique tue des gens, il les décapite et commet d'autres atrocités. Rien à voir avec des gens qui protestent contre un génocide. Ce sont des activistes qui, contrairement aux terroristes, essayent précisément d'empêcher que les gens soient tués. Exactement le contraire de ce que font les terroristes. En fait, c'est précisément l'État israélien qui exerce massivement la terreur, la violence d'État contre le peuple palestinien. Ce que fait le gouvernement britannique, c'est du jamais vu. Qualifier de terroriste un groupe qui n'a jamais causé aucun tort humain, c'est une première. Et ça n'a aucun sens, surtout face à ce qui se passe tous les jours à Gaza. Je cite, « Ce soir, nous avons tué près de 100 personnes à Gaza et personne ne s'en soucie car tout le monde s'est habitué à ce qu'on puisse tuer 100 Palestiniens en nuit. » Voilà, propos tenus par un homme politique israélien il y a 2 mois. Ils s'en vantaient carrément de tuer que 100 Palestiniens par jour. Ça ne fait pas la une. Et malheureusement, il a raison. Même cette déclaration, personne n'en a parlé. Et les chiffres quotidiens lui donnent raison. 80 morts, 70 morts, 138 morts, 118 morts, etc. Chaque jour, des dizaines de Palestiniens sont tués sans faire sourciller personne. Nous assistons en direct à la diffusion d'un génocide chaque jour, à chaque heure, et tout le monde le voit défiler sur ses réseaux. Et tout le monde se dit, ça doit s'arrêter. Mais comment on va arrêter ça? Les jeunes de Palestine Action, ils agissent. Leurs méthodes ne plaisent peut-être pas à tout le monde, mais eux, au moins, ils font quelque chose.
Ils mettent du sable dans les engrenages des usines d'armes pour dénoncer la participation directe de la Grande-Bretagne au génocide. Ils peignent « Gaza n'est pas à vendre » sur le terrain de golf de Trump. Ils escaladent les barrières, échappent à la sécurité et aspergent de peinture rouge des avions militaires. Qui sont les vrais extrémistes? Ceux qui défendent les crimes les plus cruels contre l'humanité. Chaque jour, l'armée israélienne, alliée de la Grande-Bretagne, abat des Palestiniens affamés. Mais l'État britannique, au lieu de sanctionner Israël, met en prison des personnes qui essayent d'arrêter le génocide, comme si c'était des terroristes qui risquent 14 ans de prison. Effectivement, Palestine Action utilise la désobéissance civile pour tenter de prévenir un crime d'une ampleur bien plus importante, le génocide. Assimiler la protestation contre un génocide à du terrorisme, c'est de la folie. Et heureusement, il y a beaucoup de réactions, y compris d'organisations qui ne soutiennent pas forcément les méthodes d'action directe, comme les journaux The Times et The Economist, des organisations de défense des droits de l'homme comme Amnesty and Liberty. Tous qualifient cette nouvelle loi de mesures disproportionnées, draconiennes et abusives de la législation antiterroriste. Ouais. Plus l'impérialisme commet de crimes, plus il joue la carte de la guerre et du génocide, plus il restreint les libertés et les droits démocratiques à l'intérieur de ses propres frontières. C'est à la fois inquiétant et révélateur de la faiblesse d'un système qui ne propose plus aucune vision rationnelle et humanitaire. Revenons en Belgique, parce que ici aussi, les contours du débat démocratique sont en train de bouger. Il y a un problème au sein du mouvement climatique, car une partie des activistes se radicalise. La protestation pour dénoncer le changement climatique a commencé de manière pacifique, mais maintenant, il s'avère qu'un rapport qui a fuité de l'organe de surveillance du terrorisme OCAD montre qu'une partie s'est radicalisée. Une partie du mouvement climatique s'est radicalisée. Ah bon? En tout cas, c'est ce qu'affirment l'OCAD et l'OCAD, ce n'est pas n'importe quoi. C'est l'organe officiel belge qui évalue les menaces terroristes et coordonne les mesures de sécurité nécessaires pour les contrer. Dans son nouveau rapport, l'OCA pointe une personne en particulier, Hanouna de Wever. Hanouna, c'est une jeune activiste, une figure bien connue du mouvement climatique. Rien que pour ça, c'est problématique. En associant publiquement Hanouna de Wever à l'extrémisme ou au terrorisme, il crée un cadre pour toute la presse belge. Et à la radio, un journaliste judiciaire tente d'expliquer tout ça. Le CAD s'inquiète, disant que ce mouvement traverse une évolution préoccupante, passant de la prise de conscience du climat à une critique radicale du système. Jusqu'à présent, ils sont toujours restés dans le système, mais maintenant, ils commencent de plus en plus à dire que tous les problèmes climatiques sont aussi de la faute du capitalisme, et que le capitalisme doit donc disparaître. Imaginez une critique radicale du système. Dire que le capitalisme est la racine de la crise climatique serait, selon l'OCAD, une évolution préoccupante. Vous pouvez parler des incendies de forêt qui ravagent des régions entières, des inondations qui détruisent des villages et des villes, des canicules qui rendent la vie insupportable et ruinent les récoltes. Mais faire le lien avec la logique de profit des grandes entreprises, non. Ça, c'est interdit. Oui, vous pouvez parler des millions de personnes qui ont dû fuir leur foyer à cause de la sécheresse, des tempêtes et de la montée des eaux, mais dénoncer les intérêts de classe des grands pollueurs, les compagnies pétrolières, les banques, les géants industriels qui continuent à s'en mettre plein les poches, ça, vous ne pouvez pas en parler. Et sur les politiciens qui défendent les intérêts des grands pollueurs, vous devez vous taire aussi. Dire que ce système est une machine construite pour exploiter l'homme et la nature et enrichir une petite élite déjà pleine aux as, voilà ce qui ne va pas. Voilà où est le problème pour l'OCAD. Hanouna de Wever est également mentionnée très explicitement dans le rapport. Elle est devenue connue dans notre pays et c'est l'une des figures de proue des protestations climatiques. Que dit-on d'elle? C'est écrit dans un petit paragraphe du rapport de l'OCAM. Dans ce petit paragraphe, ils disent bien qu'elle s'est radicalisée très rapidement dans ses idées. Ils évoquent alors le livre qu'elle a écrit, dans lequel elle critique envers ses premières années pacifiques. Et ils font la référence à des interviews où elle dit aussi qu'elle ne croit plus aux protestations pacifiques, mais qu'elle veut une révolution contre le système
système capitaliste qui détruit le monde. Ce n'est donc qu'un petit paragraphe du rapport où Locat parle du livre d'Hanouna de Wever. Imaginez un livre, apparemment un livre dangereux pour l'État. Une jeune activiste climatique publie un ouvrage chez l'éditeur EPO, le même éditeur engagé qui publie les miens. Et dans ce livre, Hanouna de Wever explique comment son engagement s'est approfondi. Elle explique qu'elle ne veut plus simplement changer des virgules, mais tout le système, oui. Les idées sont libres, oui. Les livres sont libres aussi. Et chacun a le droit de critiquer le capitalisme sans avoir Locat sur le dos. L'État belge joue un sale jeu ici. Il veut salir la critique du capitalisme, la discréditer, la marginaliser. Et ça, ce n'est pas anodin. Plus le capitalisme sème le chaos, plus on veut faire taire les voix dissidentes. Pour ça, l'État peut compter sur l'extrême droite, comme il a toujours fait. Le club de nazis le plus connu de notre pays s'appelle Schild en Vrienden. C'est un cercle de fils à papa lié au fasciste Dries van Langenhoven. Un club de haineux qui diffuse des messages ultra grossiers, pleins de racisme, d'antisémitisme, de misogynie, d'homophobie, souvent agrémentés de symboles nazis et de menaces de mort explicites. Et en septembre 2018, le magazine d'investigation Panot a levé le voile sur leurs agissements. Parmi les membres de Schild en Vrienden à l'époque, il y avait Jeroen Bergers. Jeroen Bergers, membre du club nazi le plus fanatique du pays, le genre à plaisanter sur Hitler avec des blagues du style « 6 millions, c'était pas assez ». Et quand tout ça sort au grand jour, Bergers marmonne vaguement une erreur de jeunesse et hop, l'affaire est close. Voilà comment ça se passe chez nous avec ces petits clubs de haine remplis de gosses riches. En prime, il décroche même une carrière en politique. D'abord, Dries van Langenhoven lui-même au Vlaams Belang. Et puis, Jeroen Bergers à la N-VA. Aujourd'hui, ce type siège à la Chambre. Et voilà que Bergers, député aujourd'hui, joue les lanceurs d'alerte au Parlement contre le soi-disant radicalisme d'Hanouna de Wever. On croirait rêver. Mais en Belgique, malheureusement, la réalité dépasse la fiction. Écoutez. Monsieur le ministre, l'OCAD a publié un rapport qui décrit une évolution plutôt préoccupante du mouvement climatique, passant d'un mouvement activiste positif qui veut le meilleur pour la planète à un mouvement d'extrême gauche qui ne recule pas devant la violence. La princesse Hanouna incarne cette radicalisation. Donc ces mêmes individus qui comparent les juifs et les musulmans à des rats et des parasites, qui font des blagues sur Hitler, qui caricaturent les Africains comme des singes, qui appellent les réfugiés des cafards, ces mêmes types donc, nous mettent en garde aujourd'hui à la Chambre contre le radicalisme. Pas contre leur propre radicalisme haineux, misogyne et violent, non. Contre le radicalisme du mouvement du climat, contre le radicalisme d'Hanouna de Wever. L'hypocrisie atteint des sommets. Certaines forces rêvent d'une chasse aux sorcières contre tous ceux qui osent remettre le système en question. Et pour cela, elles peuvent toujours compter sur le soutien des troupes de choc de l'extrême droite. Hanouna de Wever a raison. Elle a raison quand elle écrit, et je cite, « Un État génocidaire est plus dangereux que des jeunes gens avec un pot de peinture à la main qui protestent contre le génocide et la crise climatique. » Si nous ne voyons même plus cela, nous sommes dans un monde complètement à l'envers. Elle a raison. Derrière toutes ces restrictions des droits démocratiques se cache un schéma. Plus la crise est profonde, plus les plaques tectoniques du capitalisme commencent à bouger plus fort, et aussi la tendance au sein du pouvoir politique à étouffer le droit de protestation. Nous sommes au milieu d'une bataille idéologique dans laquelle on veut gagner les esprits autour d'un nouveau consensus militaire. Et ceux qui s'y opposent deviennent alors suspects. Ce ne sont pas les bombes qui sont interdites, mais les pots de peinture. Ce ne sont pas les grands pollueurs qui sont poursuivis, mais les jeunes activistes climatiques. Ce ne sont pas les livraisons d'armes qui doivent s'arrêter, mais le mouvement de solidarité pro-Palestine.
Bien sûr qu'on doit remettre le système en question. Le capitalisme, ce n'est pas un système qui fonctionne mal. Le capitalisme fonctionne exactement comme il est prévu qu'il fonctionne. L'État et l'économie ne sont pas là pour nous protéger ou pour garantir un avenir viable. Ils sont là pour protéger les profits des puissants, même si ça veut dire rendre notre planète inhabitable, même si ça veut dire qu'on laisse commettre un génocide sous nos yeux. Bien sûr qu'on doit dire qu'on a besoin d'un autre système, d'une société où l'homme et la nature passent avant le profit de quelques-uns. Sans socialisme, ça n'ira pas. On a besoin du socialisme pour arrêter la destruction de notre monde et de construire un avenir qui vaut la peine d'être vécu. Et cet avenir, il commence aujourd'hui en défendant et en revendiquant nos droits démocratiques, en refusant de se faire taire en parlant. Dans cette deuxième partie, j'accueille Marc Bottegna, député européen pour le PTB. Et avec Marc, on revient sur l'un des événements les plus marquants du XXe siècle, c'est-à-dire les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki. On discute de l'impact de ce crime, des conséquences sur l'ordre mondial et de la manière dont le débat sur les armes nucléaires se pose encore aujourd'hui. Bienvenue Marc, content que tu sois là. Voilà Marc, le 6 et 9 août marque les 80 ans des bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Et tu y es invité officiellement à y prendre la parole. Peux-tu nous en dire quelque chose de plus à ce sujet? Oui, on a invité à cette commémoration, donc qui a lieu chaque année, évidemment, parce que c'est clair que pour le Japon, c'est un événement extrêmement grave dont tout le monde se souvient. Et nous y sommes invités par une organisation justement des survivants de ces bombes et qui, évidemment, aujourd'hui, comme commémoration, prend un goût particulier, si on peut dire comme ça, une importance particulière, parce que c'est les 80 ans. C'est les 80 ans de ces deux bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Et donc, ce sera un moment à la fois, je pense, très émotionnel et à la fois, évidemment, très militant dans le cadre du mouvement pour la paix. Mais donc, tu dis, on est invité par une organisation des survivants. Mais donc, il y a 80 ans que ces bombes ont été larguées. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de survivants ou c'est surtout la famille, les enfants? Comment ça se pose? Il y a les deux. Donc, il y a encore quand même des survivants qui, effectivement, ont tous maintenant forcément plus de 80 ans. Et en même temps, quand on parle des survivants, on parle vraiment d'une communauté de survivants. Pourquoi? Parce que beaucoup de maladies, par exemple, beaucoup de cancers ou de problèmes ont été transmis en fait à travers les générations. Donc il y a la personne qui a été affectée directement au moment de la bombe, mais aussi ses enfants, ses petits-enfants peuvent encore développer des maladies, ont développé des maladies, des cancers rares par exemple, liés en fait à l'impact. Donc ça a vraiment été intégré dans la génétique, dans le corps de ces gens, et donc c'est pour ça qu'au Japon on parle vraiment d'une communauté, disons, de survivants. Pour revenir au 6 et 9 août 1945 à Hiroshima et Nagasaki, c'est quoi en fait, comment ces bombes, quels étaient l'effet de ces bombes et pourquoi les bombes ont été larguées sur les deux grandes villes japonaises en 1945? La première bombe, c'est le 6 août, donc c'est vers la fin, donc 6 août 1945, c'est vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale en fait. C'est un bombardier américain, Enola Gay, qui va larguer la bombe atomique qu'ils appellent Little Boy en anglais, ça veut dire petit garçon. C'est cynique en fait. C'est très cynique, c'est vraiment le langage de la propagande de guerre, où on a une bombe horrible qui va tuer des dizaines de milliers de personnes immédiatement, qu'on appelle petit garçon. Et évidemment, ça va faire un rayonnement, une radiation horrible, avec une onde de choc vraiment de plus de 1500 km à l'heure, et qui va tuer immédiatement jusqu'à 80 000 personnes. Et 3 jours plus tard, les Américains font un peu pareil, et là ils vont larguer ce qu'ils appellent Fat Man, donc l'homme gros, le gros, sur la ville de Nagasaki, où là aussi tout de suite évidemment ce sera une bombe au plutonium, jusqu'à 75 000 personnes meurent immédiatement.
Maintenant, ça, c'est l'impact immédiat, mais vers la fin de l'année, on compte déjà beaucoup plus de morts. Donc, on parle déjà à ce moment-là de plus de 160 000 morts à Hiroshima et 80 000 morts à Nagasaki. Donc, on est sur des chiffres vraiment énormes. Donc, c'est un massacre parce que faut se rendre compte que c'est des civils qui meurent en grande partie. Donc, c'est des villes qui sont bombardées. Donc, ces dizaines de milliers de personnes sont des civils massacrés inutilement. Ça veut dire que ces bombes atomiques, c'est nouveau. Le monde n'a jamais vu des bombes pareilles. Mais ces bombes, ça détruit toutes les villes. Donc, ce ne sont pas des bombes qui détruisent des installations militaires. Mais le monde voit que c'est surtout des villes entières qui sont... rasé par ces bombes-là. Oui, quand on voit les images, d'ailleurs, c'est des impacts aussi au niveau individuel qui sont horribles. On voit des gens qui fondent, littéralement. Donc, il y a, quand on voit les quelques images qui existent, qui circulent, ou quand on regarde les rapports médicaux, c'est vraiment... Donc, c'est une attaque contre des centres urbains, des villes entières. Ce n'est pas du tout des attaques ciblées contre des installations militaires. C'est vraiment ce qu'on appelle des armes de destruction massive, qui sont là pour tuer, pour massacrer. Et encore une fois, inutilement, parce que la guerre touchait à sa fin. Il n'y avait pas... Effectivement, je voulais venir là-dessus. Donc, parce que officiellement, on dit, les Américains, Washington va dire, OK, ces bombes-là, c'est la fin de Deuxième Guerre mondiale. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, c'est pas seulement la fin du Deuxième Guerre mondiale, mais c'est aussi le début d'une nouvelle guerre, c'est-à-dire la guerre froide contre l'Union soviétique. Comment toi tu le vois? Oui, il faut un peu d'abord casser le mythe que cette bombe ou ces bombes-là étaient nécessaires pour terminer la guerre, que les puissances fascistes avaient perdu la guerre, donc le Japon, l'Allemagne et l'Italie, c'était très clair déjà à ce moment-là. Il y avait eu d'autres occasions pour avoir la capitulation du Japon, que notamment les puissances occidentales avaient saboté, et en partie pour pouvoir utiliser ces deux bombes-là. Et ces deux bombes-là avaient une fonction, enfin l'utilisation de ces bombes avait une fonction double. La première fonction, effectivement, c'était de faire peur à un des autres vainqueurs de la guerre mondiale, qui était l'Union soviétique. Et donc les Américains voulaient envoyer un message en disant « Regardez notre puissance ». Ce qu'on fait aujourd'hui à Hiroshima et demain à Nagasaki, après-demain, on peut le faire chez vous. Donc c'est un message extrêmement agressif en disant maintenant les dirigeants du monde, c'est nous. Et deuxièmement, il y avait évidemment, de manière tout aussi cynique et criminelle, l'idée de tester ces bombes. Quel est l'impact de ces bombes? Donc vous avez développé aux États-Unis ces nouvelles bombes, mais quel est l'impact d'une telle bombe sur une ville? Mais donc c'est un test à échelle massive sur une population civile. Test à l'échelle massive, mais... Il y a aussi une dimension belge à ces deux premières bombes atomiques. Peux-tu en expliquer un petit peu plus de cette dimension belge à ces bombes nucléaires? Il y a évidemment une dimension, disons, coloniale belge, je dirais. C'est que pour faire donc le processus pour arriver à cette bombe, il y a d'abord des scientifiques nazis qui travaillaient dessus. Pour eux-mêmes, ils voulaient évidemment développer une telle arme. Mais à la fin, ce sera surtout le dit projet Manhattan qui, aux États-Unis, va rassembler... Il y a beaucoup de gens qui auront vu le film Oppenheimer qui un peu développe ça, qui va regrouper toute une série de scientifiques pour que les États-Unis puissent développer cette bombe au plus vite. Mais pour le faire, il y a besoin d'uranium. Et cet uranium se trouvait, entre autres, et de manière en large quantité, dans ce qui était à l'époque le Congo belge. Donc, le Congo colonisé par la Belgique. Et donc, il y aura des accords secrets entre les États-Unis et la Belgique pour que les États-Unis aient accès à ces réserves d'uranium. Et à la fin, je pense que c'est 75% de l'uranium utilisé qui viendra de ces mines, ou de cette mine, il s'agit d'une mine en particulier, dans le dit Congo belge de l'époque, pour créer cette bombe atomique américaine. Ok, mais donc ça c'est 45, c'est un test à une échelle énorme. C'est une destruction énorme qui dure des générations avec l'aide du colonialisme belge, aussi le début de la guerre froide. Mais que je ne savais pas, c'est qu'en 1954, les Américains, ils testent une nouvelle bombe, c'est-à-dire une bombe à hydrogène
sur l'île corallienne de Bikini, c'est-à-dire l'île qui fait partie des îles Marshall dans l'océan Pacifique. Donc l'océan est contaminé par la radioactivité. Un grand nombre de pêcheurs japonais, de nouveau, et les habitants des îles Marshall en souffrent. Et donc c'est seulement tout ça 9 ans à peine après les bombes atomiques. Donc au-delà de ça, ce test de 54, si je suis bien informé, ce test va devenir le début d'un grand mouvement contre le bombe atomique en Japon. Pourquoi? En 54, oui, un grand mouvement, mais en 45, non, ça, je comprends pas tellement. Mais parce que après la Deuxième Guerre mondiale et donc la défaite du Japon, entre autres, les Américains, les États-Unis vont occuper le Japon et vont en fait... donc, qu'est-ce que tu dis? Donc, les Américains, ils ont largué les bombes atomiques et après, ils occupent le Japon, c'est oui, ça? Oui. Le Japon ne va pas être un pays indépendant, entièrement ou pleinement indépendant après leur défaite. C'est d'ailleurs ce qui se passe aussi en partie en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains ont évidemment tout intérêt à cacher les conséquences de leurs crimes, l'impact concret sur les gens, la quantité de victimes, etc. Tout ça, ils vont essayer de le cacher le plus possible. Au moment qu'il y a ce nouveau test, bombe à hydrogène, encore plus puissante, la population japonaise va dire « ouais, mais ça suffit là ». Là, on en a marre. Et il y a jusqu'à 32 millions de personnes qui expriment leur désaccord. Donc 32 millions. C'est la moitié, je pense, plus ou moins de l'électorat japonais de l'époque. Et ça va avoir un impact, évidemment, forcément, dans tous les conseils locaux, jusqu'au Parlement japonais, pour dire non, basta, on n'en veut plus de ces armes-là. Et donc, il y a un grand mouvement pour la paix contre les bombes atomiques et les bombes à hydrogène qui est en train de naître au Japon. Et si je suis bien informé, le Japon a après aussi ancré sa volonté de paix dans sa constitution. Et dans l'article 9 de la constitution du Japon stipule que le Japon n'utilisera plus jamais la violence, ni la brandira, et qu'il n'y aura pas de nouvelles armées. Ça, c'est dans la constitution, mais dans la réalité, Marek, aujourd'hui, il y a 13 bases militaires des États-Unis au Japon. Donc, il y a quand même une contradiction qui est réelle là. Oui, donc tout d'abord, l'article de la constitution japonaise est très intéressant parce que ça montre qu'on peut avoir une constitution pacifiste. On peut dire, voilà, on veut renoncer à la guerre. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Après, de l'autre côté, effectivement, en réalité, les États-Unis ne veulent pas le respect de cette constitution-là. Une partie de la droite conservatrice japonaise aussi essaye de revoir l'article depuis des années, mais grâce à la mobilisation populaire, ils n'y arrivent pas. Et c'est quoi l'agenda réel des États-Unis derrière ce qu'ils veulent aujourd'hui, une remilitarisation du Japon et derrière leur base militaire, c'est en fait surtout aujourd'hui encercler la Chine. Pourquoi? Parce qu'ils voient la Chine comme un concurrent économique en premier lieu et donc ils veulent utiliser ces bases militaires qui violent la constitution japonaise pour encercler et menacer la Chine. Et donc, ils ont des bases militaires au Japon, mais aussi en Corée du Sud. Ils ont des bases militaires dans toute la région. En fait, quand on va regarder un peu, vous regardez la carte, on peut descendre aussi vers les Philippines, par exemple, parce qu'ils veulent instrumentaliser tous ces pays pour un potentiel conflit avec la Chine ou pour au moins mettre la pression sur la Chine. C'est pour ça qu'ils font aussi une série d'alliances militaires. Avec le Japon, avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et ils impliquent à chaque fois d'autres puissances européennes comme la Grande-Bretagne. Mais donc, en fait, si tu reviens en 1945, il y a l'Italie, l'Allemagne et le Japon, les pays nazis ou les pays fascistes de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont défaits et donc ils ont promu, et en Allemagne et au Japon, de ne plus jamais remilitariser leur pays. Mais aujourd'hui, et en Allemagne, 80 ans plus tard, et au Japon, ils sont en train de remilitariser 80 ans plus tard. Comment ça se passe? Pourquoi ça se passe? Parce que en réalité, il y a un agenda aujourd'hui poussé en premier lieu, je dirais, par les États-Unis, mais qui sont suivis avec beaucoup d'enthousiasme par les classes dirigeantes en Allemagne, en France, en Belgique, pour dire, voilà, les États-Unis perdent
économiquement de l'importance, il y a d'autres puissances qui émergent, ils disent voilà, on veut militairement maintenir le contrôle et vous allez le faire pour nous aussi. Les États-Unis ne vont pas tout faire tout seuls, donc ils nous mettent, vous en Europe, vous allez remilitariser, vous allez dépenser beaucoup en armes, comme ça vous gérez, vous pouvez contrôler la Russie, et ils demandent la même chose en Asie. En Asie, ils vont dire de manière assez cynique, d'ailleurs, je pense que tu l'as relevé, ils vont dire de manière assez cynique, oui, mais vous voyez, les Européens, ils vont dépenser autant pour les armes. Pourquoi vous faites pas pareil? Mais c'est extrêmement dangereux parce que ça nous pousse en fait non seulement vers une militarisation, mais vers des conflits armés en Europe et en Asie. Et maintenant, tu vas aller au Japon. Et comment tu penses que la population japonaise vit tout ça? Parce que la population a une tradition entre-temps de paix, pas seulement de paix, de lutte pour la paix. Donc, la population voit maintenant toute cette pression américaine pour remilitariser. Qu'est-ce que tu crois que la population en pense au Japon? Mais c'est vrai que, évidemment, quand, avec l'expérience et l'histoire du Japon, le sentiment pacifiste est fortement ancré dans la population. Et donc, c'est ce qui fait aussi que, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, que ces tentatives de revoir la Constitution ont généralement échoué parce qu'il y a tellement un consensus autour du sentiment pour la paix. Et en même temps, il y a des sondages assez récents qui ont montré que même la soumission aux États-Unis, elle est très très mal vue, très très mal vue. Il y a plus de 2 tiers de la population, selon un sondage récent, qui se dit non, il nous faut plus d'indépendance diplomatique. Il y a 3/4 de la population, 75%, qui demandent que le Japon signe le traité pour l'interdiction de l'arme nucléaire. Donc c'est un traité qui a été initié et au niveau international, il y a des dizaines d'États qui ont signé. Et il y a donc 3/4 de la population japonaise qui demande ça. Et donc, tu vois bien le contraste entre la militarisation, la politique va-t-en-guerre poussée par les États-Unis d'une part, et le sentiment de la population japonaise d'autre. Malgré que tu es une voix pour la paix, une voix claire dans le Parlement européen, je dois dire, connue aussi, et tu interviens systématiquement pour défendre la cause pour la paix. Et si nous tournons vers le Moyen-Orient, nous voyons que les États-Unis bombardent désormais les sites nucléaires en Iran. Et donc, toi, tu es intervenu au Parlement européen pour le dénoncer. Pourquoi c'était tellement important pour toi pour dénoncer ces attaques illégales des États-Unis? Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a la question humanitaire. Parce que les États-Unis et Israël, ils ont attaqué entre autres des sites nucléaires. Ils ont bombardé aussi des centres urbains, avec des enfants, des innocents qui sont morts, etc. Mais aussi des centrales nucléaires. Et c'est extrêmement dangereux parce que quand vous bombardez une centrale nucléaire et il y a un accident qui se passe, il y a une catastrophe qui est créée, ça peut faire des dizaines de milliers de morts civiles. Donc c'est pour ça que, et ça c'est la deuxième raison, que le droit international interdit ce genre d'attaque. Et dit très clairement, vous ne pouvez pas bombarder ces infrastructures-là ou ces centrales-là, parce que vous risquez de punir massivement une population civile. Et donc les États-Unis et Israël, en fait, ont doublement violé le droit international, d'une part en attaquant l'Iran, parce qu'il n'y avait pas de défense légitime à invoquer, l'Iran n'avait pas attaqué, et deuxièmement, par le droit international qui interdit, pour des raisons, la Convention de Genève, de dire vous ne pouvez pas frapper des centrales nucléaires. Explicitement. Et donc ça, c'est hyper grave, en fait, ce qui s'est passé. On est en train, les puissances impérialistes occidentales, les États-Unis et Israël aussi, sont en train de saper le fondement, en fait, de l'ordre international. Et donc, est-il possible que l'Iran travaille maintenant plus rapidement à l'obtention d'une bombe atomique? Parce qu'il pourrait dire, OK, on n'a pas de bombe atomique, et on est quand même bombardé. Donc, est-ce que c'est possible qu'ils vont travailler maintenant à une bombe atomique, oui ou non? Ou comment tu vois cette question-là? C'est un risque, c'est un risque, effectivement. Il y a des gens qui disent, oui, mais si on avait eu la bombe atomique, on ne serait pas fait attaquer. Parce qu'Israël... la bombe atomique. Donc ça, c'est ce qu'il y a d'extrêmement hypocrite et cynique dans tous les discours occidentaux qui disent l'Iran ne peut pas avoir l'arme atomique. Moi, je suis pas pour la prolifération de l'arme atomique, mais on ne peut quand même pas en parler par rapport à l'Iran et fermer les yeux sur le fait qu'Israël a des bombes nucléaires sur son territoire, n'accepte aucune inspection, aucune transparence, n'a pas signé le traité de non-prolifération. En somme, qu'Israël est hors la loi, attaque
tous les pays de la région, plus ou moins, hein, donc je peux faire la liste. Il y a la Syrie, le Liban, l'Irak, l'Iran, le Soudan, il y a quelques années, le Yémen, évidemment. Donc, Israël attaque tous ces pays en plus à l'arme nucléaire. Si on veut éviter que l'Iran développe l'arme nucléaire, la meilleure façon, c'est de dire nous voulons un Moyen-Orient sans arme nucléaire. Et pour y arriver, c'est quoi la première étape? C'est de dire quelle puissance a l'arme nucléaire aujourd'hui au Moyen-Orient? C'est Israël. Alors nous allons faire pression sur Israël pour que ces armes nucléaires-là soient démantelées, enlevées. Et Marc, pour finir, tu as visité dans le temps Iran. Iran a une histoire très riche. Comment tu vois maintenant la perspective pour l'Iran dans ce monde devenu un petit peu fou? C'est compliqué. Donc les Iraniens, c'est des personnes merveilleuses, très chaleureuses, qui effectivement ont une culture, une cuisine. Enfin, c'est vraiment des personnes fantastiques, mais qui souffrent depuis des années pour différentes raisons. Aussi des raisons de chez nous d'ailleurs. Les sanctions occidentales qu'on impose à ce pays poussent les prix à la hausse, les prix de biens normaux. Ça peut être fruits et légumes, ça peut être de tout. Et en même temps, se trouvent aujourd'hui confrontés à une guerre. Même quand, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui m'écrivent, qui ne sont pas du tout d'accord avec le gouvernement iranien et qui disent non, mais ça, c'est pas notre système, c'est pas ce genre de pays que nous voulons. Et en même temps, ils se disent oui, mais on se fait pas d'illusions sur Israël. Ces gens-là qui massacrent des enfants en Palestine tous les jours, ils sont pas là pour nous libérer, on se rend bien compte. Et ils ont une histoire aussi, les Américains ont organisé des coups d'État dans leur pays. Et donc, la lutte du peuple iranien sera menée pour la paix, pour le pays qu'ils veulent. Mais nous, on a une responsabilité, je pense, à garantir que les pays occidentaux, que ce soit les États-Unis, l'Europe, mais aussi Israël, arrêtent de faire la guerre là-bas. Que tout le monde respecte le droit international. Le droit international, il ne peut pas valoir uniquement pour les pays qu'on n'aime pas. On doit d'abord l'appliquer nous-mêmes. Voilà. Marc Botenga, merci d'être venu. Et merci pour l'invitation. Merci à toi. Partout. Voilà. Imaginez, en pleine nuit, Israël bombarde l'Iran d'un coup. Le monde retient son souffle, des missiles partent dans tous les sens et même les États-Unis s'en mêlent. Est-ce vraiment pour se défendre ou plutôt pour le pétrole, le pouvoir et un peu d'hypocrisie? Dans cet épisode, on découvre la vraie histoire derrière la guerre entre l'Iran, Israël et l'Occident. Commençons directement par les faits. Le 13 juin, Israël attaque l'Iran. C'est une attaque surprise d'une ampleur sans précédent. 200 avions de combat israéliens bombardent sans opposition des cibles militaires et nucléaires en Iran. Les services secrets israéliens neutralisent la défense aérienne iranienne et des liquidations ciblées d'autres militaires et scientifiques suivent. Tous les médias occidentaux rapportent une blitzkrieg israélienne qui va faire vaciller le régime en Iran. Et au Parlement européen, Marc Botenga, député PTB, insiste pour une condamnation des bombardements illégaux. Merci Madame la Présidente. Oui, nous insistons également pour voter sur cette résolution, car Israël a attaqué l'Iran de manière illégale et criminelle ce week-end. Illégal, car on ne peut simplement pas attaquer un autre pays. Je sais qu'Israël le fait souvent, mais ça reste illégal. Criminel, car de nombreux civils, dont des enfants, ont été tués et car des centrales nucléaires ont été délibérément attaquées, créant ainsi le risque d'une catastrophe nucléaire avec des morts civiles massifs. Mais la Commission européenne refuse de condamner les bombardements illégaux. Pendant ce temps, l'Iran réagit. Il lance un barrage de roquettes et de drones vers Israël. Et un grand nombre de roquettes traversent le bouclier antimissile le plus avancé du monde, le célèbre dôme de fer d'Israël. Puis, les États-Unis s'impliquent directement dans le conflit. Dans la nuit du 21 au 22 juin, des bombardiers américains B-2 larguent des bombes anti-bunker de 14 000 kilos sur 3 sites nucléaires en Iran. Trump affirme qu'il y a beaucoup de dégâts, mais des experts indépendants constatent que les installations iraniennes sont restées en grande partie intactes. Finalement, après 12 jours de violence intense, un cessez-le-feu suit. Pourquoi Israël a soudainement bombardé l'Iran? D'abord, bien sûr, il y a la distraction. Pendant que tout le monde regarde le front entre l'Iran et l'Israël, Netanyahou peut continuer tranquillement le génocide à Gaza et la colonisation de la Cisjordanie et de Gaza. Mais ce n'est pas tout.
Israël veut aussi renverser le régime iranien et ça fait longtemps que les États-Unis veulent ça aussi. Ils espèrent qu'avec des bombes et la terreur, le peuple iranien va se retourner contre son gouvernement. Et puis, troisièmement, ils veulent aussi mettre la main sur l'Iran parce que c'est un pays super important pour plein de raisons. L'Iran, par exemple, possède les 4e plus grandes réserves de pétrole et la 2e plus grande réserve de gaz naturel au monde. L'Iran contrôle aussi le détroit d'Ormuz, un détroit stratégique par lequel passe 20% du pétrole mondial. L'Iran, ensuite, est presque aussi grande que toute l'Europe de l'Ouest. Il a un énorme marché potentiel avec ses 90 millions d'habitants. Et enfin, l'Iran est riche en matières premières comme le cuivre, le zinc, le lithium, l'uranium, tous cruciaux pour les technologies du futur et de l'industrie de la guerre. C'est pour toutes ces raisons que les États-Unis et Israël essayent de prendre le contrôle de l'Iran. C'est l'impérialisme qui veut contrôler le monde pour avoir le contrôle sur le pétrole, les matières premières, les marchés et les routes de transit. Mais les États-Unis veulent aussi mettre l'Iran sous leur contrôle parce que ça leur permet d'affaiblir la Chine en même temps. En effet, l'Iran forme un pont terrestre indispensable dans la nouvelle route de la soie, le projet ambitieux chinois qui relie l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient via des voies ferrées, des ports et des routes commerciales. Et de plus, l'Iran joue un rôle central au sein des BRICS. Et les BRICS, c'est l'organisation qui rassemble les pays émergents les plus importants du Sud global. Donc en fait, en déstabilisant l'Iran, les États-Unis espèrent non seulement maintenir leur propre influence dans la région, mais aussi ralentir l'ascension de la Chine. Les États-Unis ont bombardé l'Iran à la veille du sommet de l'OTAN à La Haye. J'en ai parlé à l'épisode précédent. Lors de la conférence de presse de l'OTAN à La Haye, Trump peut dire que les États-Unis ont remporté une grande victoire. Écoutez. Nous avons remporté une grande victoire, un grand coup, et donc je ne pense pas qu'il aurait été là-bas, parce qu'il savait que nous arrivions. S'ils savaient que nous arrivions, ils ne vont pas s'installer 30 étages sous terre, donc je pense que c'est juste une grande victoire pour tout le monde. Comme tout le monde le sait, les États-Unis sous Trump ne remportent que des grandes victoires, tremendous victories. Lors de cette même conférence de presse, le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, a déclaré qu'il s'agissait d'une mission sans faille. Les personnes qui ont construit ces bombes savent ce que ces bombes peuvent provoquer et comment elles doivent être utilisées. Elles sont arrivées exactement là où elles devaient être. Donc c'était une mission sans faille. Sans faille. Exactement à l'endroit où elles devaient pénétrer. Compte tenu des 30 000 livres d'explosifs et de la puissance de ces munitions, il y a eu dévastation sous Fordo. Et cela avec 6 bombes par site. Quiconque affirme le contraire a un autre agenda en tête. Cette dernière phrase est particulièrement intéressante. Quiconque affirme le contraire fait de la spéculation pour d'autres motifs. Ça, c'est intéressant parce que Hegseth, lui, il sait très bien qu'il existe un rapport qui dit quelque chose de totalement différent. Un rapport de l'agence de renseignement militaire américaine, DIA, qui a été divulgué dans le New York Times et sur CNN. Et dans ce rapport, il a indiqué que les dommages à l'infrastructure stratégique en Iran sont superficiels et très limités, que les installations nucléaires sont restées largement intactes malgré les lourds bombardements et que l'Iran a au plus 6 mois de retard dans son programme d'enrichissement d'uranium. Lors de la conférence de presse, une journaliste demande alors si Trump est au courant de ce rapport. Et que dit Trump? Ce sont juste des fake news de CNN qui n'a pas de téléspectateurs, une chaîne ratée. Il y a quelqu'un de CNN ici? Parce que vous êtes vraiment une chaîne honteuse. MSNBC est selon moi encore pire, mais ils sont tous très mauvais. Fake news, chaîne ratée sans téléspectateurs, tout ce qui est un peu critique envers Trump reçoit ce traitement. Alors que les dégâts en Iran sont beaucoup plus petits que ce qu'on veut faire croire, les dégâts en Israël sont bien plus grands que ce qu'on dit. Le dôme de fer, le fleuron de la défense israélienne, s'avère incapable de résister aux missiles hypersoniques de l'Iran. Des cibles importantes comme le port d'Haïfa ont été touchées. Les Israéliens n'ont pas pu empêcher les Iraniens d'infliger de grands dégâts. Non,
on ne peut pas dire que c'est un grand succès. Et enfin, il n'est pas question de changement de régime en Iran. L'une des attentes des attaques mortelles sur l'Iran était que les bombardements sèmeraient la panique parmi la population et que la population se retournerait contre le régime. Le résultat a été exactement l'inverse. Le peuple iranien s'est uni contre l'ingérence étrangère. En résumé, moins de dégâts que prévu en Iran, plus de dégâts que prévu en Israël et aucun changement de régime. La blitzkrieg de 12 jours d'Israël et des États-Unis se termine par une défaite. L'attaque lâche d'Israël contre l'Iran était aussi sans aucun doute une violation du droit international. Tout juriste international sérieux est d'accord là-dessus. Dimitri van der Meers, l'expert belge en droit international. La Charte des Nations Unies interdit clairement la violence contre l'intégrité territoriale d'un État. C'est le cœur de tout le système, dit van der Meers. C'était le cas pour l'invasion russe en Ukraine, c'est le cas pour les bombardements israéliens sur l'Iran aujourd'hui. L'hypocrisie est que les dirigeants occidentaux se taisent dans le second cas et refusent de condamner Israël. Au contraire, ils prennent même sa défense. Le lendemain des bombardements illégaux sur l'Iran, le député britannique du Parti travailliste, Mike Tapp, est interviewé. Le Parti travailliste en Grande-Bretagne, c'est l'équivalent du PS en Wallonie ou du Vooruit en Flandre. Écoutez bien ce qu'il en pense. Ma vision de ce conflit est qu'Israël a absolument le droit à l'autodéfense. Et c'est probablement pourquoi ils ciblent maintenant des sites nucléaires. Mais en même temps, la désescalade est aussi très importante, car ce conflit peut encore s'étendre et on pourrait assister à une escalade. Waouh, quel raisonnement, waouh. Donc, lorsque le régime israélien massacre des Palestiniens et commet un génocide, il se défend lui-même. Lorsqu'il massacre des gens au Liban, il se défend lui-même. Lorsqu'il aide Al-Qaïda à prendre le pouvoir en Syrie, il se défend lui-même. Lorsqu'il bombarde l'Iran et tue des femmes et des enfants et touche des cibles civiles, il se défend lui-même. Lorsqu'il bombarde des sites nucléaires en Iran, il se défend lui-même. Oh. Encore une fois, bombarder un autre pays est une violation totale de la Charte des Nations Unies. On ne peut pas justifier ça. Le justifier, c'est la loi de la jungle dans laquelle les États-Unis, l'OTAN et Israël sont les rois et font ce qu'ils veulent. Le député travailliste britannique est loin d'être le seul à justifier l'inacceptable. Theo Franke, le ministre belge de la Défense, fait exactement pareil. Voici ce qu'il déclare au début du sommet de l'OTAN à La Haye. Considérez-vous l'Iran comme une menace directe pour l'OTAN et pour l'Europe ? L'Iran est une menace directe pour l'Occident, absolument. Pensez-vous que les attaques américaines sur ces installations nucléaires ont rendu l'Europe plus sûre ? Je pense que nous devons tout faire pour empêcher l'Iran d'avoir une capacité nucléaire. Le monopole d'Israël sur le plan nucléaire est absolument nécessaire. L'Iran ne doit pas avoir d'armes nucléaires. C'est incroyable, n'est-ce pas? On va quand même réécouter cette dernière déclaration. Je pense que nous devons tout faire pour empêcher l'Iran d'avoir une capacité nucléaire. Le monopole d'Israël sur le plan nucléaire est absolument nécessaire. L'Iran ne doit pas avoir d'armes nucléaires. Wow, ça c'est donc l'hypocrisie totale de l'OTAN et de l'impérialisme. Israël possède au moins 90 bombes nucléaires, mais n'est jamais contrôlé ni sanctionné. L'Iran n'a pas d'armes nucléaires, mais l'Iran est contrôlé et sanctionné depuis des années. L'Iran est bombardé pour l'enrichissement d'uranium. Israël est félicité parce qu'il n'a jamais signé le traité de non-prolifération. Theo Franke, Netanyahou, Trump et l'OTAN ne mènent pas de lutte contre les armes nucléaires. Non, pas du tout. Celui qui pense ça est totalement naïf. Ce qu'ils veulent, c'est une forme d'apartheid nucléaire imposée par les bombes de 14 000 kilos. Parce qu'en fait, soyons clairs, le sujet de la bombe nucléaire d'Israël n'a jamais été débattu. Il n'a jamais été voté nulle part. Le programme nucléaire israélien a été construit en secret avec des réacteurs français, sans contrôle démocratique ou inspection internationale. En 1986, le technicien nucléaire israélien
Mordechai Vanunu a révélé la vérité. Il a publié les détails sur le programme nucléaire secret d'Israël à Dimona, c'est dans le désert de Negev, dans le journal britannique The Sunday Times. Il n'a pas été félicité comme lanceur d'alerte, non, pas du tout, au contraire. L'homme qui a révélé le programme nucléaire israélien a été drogué, kidnappé et emprisonné pendant 18 ans, dont 11 ans en isolement. Aucun inspecteur officiel n'a jamais été autorisé à visiter des programmes nucléaires en Israël. Aucune sanction n'a été imposée. Aucune bombe de 14 000 kilos n'a été larguée sur l'installation dans le désert de Negev. Non. Ça, c'est donc l'impérialisme. Israël, qui commet tous les crimes de guerre possibles, bombarde des pays, colonise des terres, chasse tout un peuple et commet un génocide, cet Israël-là a le droit d'avoir l'arme nucléaire. Les autres pays, non. C'est aussi ce que dit le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Kaja Kallas. Nous étions tous d'accord sur le fait qu'une désescalade urgente était nécessaire. L'Iran ne doit pas obtenir la bombe nucléaire et la diplomatie est la solution pour l'en empêcher. L'Union européenne jouera son rôle dans ce domaine. Kallas dit ça après le début des bombardements illégaux sur l'Iran, donc elle ne dit pas un mot pour condamner les bombardements illégaux, pas un mot pour dénoncer les bombes nucléaires illégales d'Israël. Non, elle, c'était là-dessus. Israël peut avoir la bombe parce que Israël a déjà la bombe. L'Iran est bombardé parce qu'il pourrait peut-être construire une bombe. C'est la règle de l'impérialisme et ça n'a rien à voir avec la paix. L'apartheid nucléaire reflète l'inégalité mondiale. Les mêmes puissances qui ont tracé hier les frontières coloniales tracent aujourd'hui des lignes rouges dans l'uranium et le plutonium. C'était Tout bascule. On a parlé de comment on est en train de perdre nos droits démocratiques et de la criminalisation de la protestation en Europe. On a parlé de l'impact des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki et du débat sur les armes nucléaires aujourd'hui. Et puis, on a parlé du pétrole, du pouvoir et de l'hypocrisie derrière la guerre contre l'Iran. Abonnez-vous, partagez l'épisode et on se retrouve en août pour un nouvel épisode. Et en septembre, vous pourrez vivre Tout bascule en direct à la fête de la solidarité, c'est-à-dire Manifesta Ausstand. Et on aura comme invité le journaliste et auteur français Ignacio Ramonet. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Gilles Fert, Ivo Flachet et Stéphane Van Pares. Merci aussi à mon invité Marc Bottenga, à toute l'équipe Facto, ainsi qu'à Livia Lumia et Damien Robert pour cette version en français. Ciao. Ceci est un podcast Facto, un média marxiste créé par le PTB. Si vous vous demandez comment le monde fonctionne vraiment, suivez Facto sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur votre plateforme de podcast préférée. Abonnez-vous à notre canal WhatsApp pour recevoir tous les derniers épisodes en exclusivité. Facto. Comprendre le monde pour le changer.